Bonjour à tous, je pense qu'on est en ligne. Bienvenue à tous, merci beaucoup pour votre présence à ce webinaire. On est ravis d'échanger avec vous aujourd'hui sur une thématique qui est particulièrement d'actualité et qui nous tient particulièrement à cœur, à savoir comment changer les comportements pour réaliser des économies d'énergie. Donc, je suis Cécile Vasseur, je suis directrice marketing et commerciale chez EcoCO2. Je vais laisser la parole aux autres intervenants pour qu'ils puissent se présenter également. Coralie Robert, docteur en sociologie et chercheuse chez EcoCO2 également. Olivier Chaumette, directeur du pôle développement urbain à la ville de Gonfreville-le-Rocher. Nicolas Ambé, chef de projet en charge de la transition écologique à la ville de Gonfreville-le-Rocher. Merci. Donc, ce que je vous propose concernant le déroulé de ce webinaire, on va avoir une petite introduction sur EcoCO2. Je vous présenterai qui on est et dans quel cadre on organise ce webinaire, revenir un petit peu sur le contexte. Je laisserai la parole ensuite à ma collègue Coralie Robert, qui pourra faire un focus sur les leviers et les freins au changement de comportement. Ensuite, je reprendrai la parole pour vous décrire les ateliers de sensibilisation à la transition énergétique qu'on propose chez EcoCO2. Et ensuite, je passerai la parole à Nicolas Gambé et Olivier Chaumette de la commune de Gonfreville-le-Rocher qui pourront témoigner du projet qu'ils ont mis en œuvre dans leur organisation. Et on terminera ce webinaire avec une session de questions-réponses. Donc, je vous invite à poser toutes vos questions au fur et à mesure du webinaire directement dans le chat. Et Pauline, notre modératrice, pourra reprendre les questions à la fin pour qu'on puisse répondre à toutes vos interrogations. N'hésitez surtout pas. Et puis, vous avez là en haut à droite de mon slide un petit sigle sondage. Vous le verrez apparaître plusieurs fois au fur et à mesure du webinaire dans les slides qu'on va dérouler. Et quand vous avez ce petit sigle, en fait, je vous invite à répondre dans la partie sondage, donc qui est sur la droite de votre écran en dessous du chat, un certain nombre de questions qu'on vous posera pour mieux vous connaître et puis surtout mieux répondre à vos besoins et vos attentes dans le futur. Donc voilà, n'hésitez pas quand vous voyez ce sigle à répondre à la question dans la partie sondage. Voilà pour cette petite introduction et je vous propose de démarrer avec une présentation rapide d'EcoCO2. Donc on est une PME française qui a été créée en 2009. On compte aujourd'hui un peu plus de 150 employés et notre mission, c'est d'accélérer la transition écologique par le changement de comportement des citoyens et des organisations. Vous avez une première question dans la partie sondage sur EcoCO2. Donc vraiment, voilà, on a développé une expertise aujourd'hui sur la sensibilisation pour favoriser le changement de comportement et particulièrement sur les thématiques de l'énergie et de la mobilité. On a 3 grands types d'activités aujourd'hui. Si je dresse le portrait général d'EcoCO2 avant de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, on a un premier type d'activité, un bloc études. On propose des études sur la maîtrise de l'énergie et l'impact environnemental, mais aussi des études en sciences sociales sur les pratiques et les usages. Le but pour nous, c'est de vraiment poser un diagnostic avec ces propositions d'études pour mettre en place le plan d'action le plus adapté à votre réalité et d'avoir un impact durable. On a un deuxième bloc d'activités qui concerne des solutions connectées. On a développé une solution qui s'appelle Udwy à destination des PME et des petites et moyennes collectivités pour les accompagner dans la maîtrise de leur consommation d'énergie, avec à la fois du suivi de données, mais aussi les clés pour pouvoir monter en compétences et engager ses salariés, mettre en place les actions qui permettent de réduire ces consommations d'énergie. Et un dernier volet d'activité, qui est celui sur lequel on va évidemment faire le focus aujourd'hui, qui concerne la sensibilisation et l'accompagnement, puisque notre conviction aujourd'hui, c'est que sensibiliser les collaborateurs, ça permet de vraiment prendre conscience des enjeux, monter en compétence sur le sujet et d'avoir les clés pour réduire durablement son impact environnemental. À noter que depuis l'année dernière, EcoCO2 est certifié Calliope au titre des actions de formation, ce qui permet d'utiliser des budgets de formation pour bénéficier de ces propositions de sensibilisation et de formation. Si je reviens rapidement sur le contexte et le contexte dans lequel s'inscrit ce webinaire particulièrement, vous avez noté le plan de sobriété énergétique qui est annoncé par le gouvernement, qui vise à baisser de 10 la consommation d'énergie d'ici 2024, de 40 d'ici 2050. Et aujourd'hui, on est convaincu que le changement de comportement, qu'il soit individuel ou collectif, et plus généralement l'évolution de nos pratiques, est un enjeu clé pour pouvoir agir en vue de cette maîtrise des consommations d'énergie.
Et puis, on se base, pour ce chiffre sur une étude qui a été menée, auprès des 6 000 adhérents du CJD. On a 80 des dirigeants qui se disent prêts à s'engager dans la transition écologique. La question, c'est comment faire, par où commencer? Il y a plein de choses à faire pour pouvoir s'engager. L'objectif de notre webinaire aujourd'hui, c'est de se concentrer sur, comment on peut faire pour ancrer de manière pérenne le changement de comportement dans votre organisation, pour pouvoir réaliser des économies d'énergie. Et pour ça, je vais passer la parole à ma collègue Coralie pour faire un focus sur les leviers et les freins au changement de comportement. Je te remercie. Alors aujourd'hui, effectivement, on va s'intéresser au changement de comportement. Donc, pour savoir un peu d'où je parle, justement, on a un pôle recherche en sciences humaines et sociales au sein d'EcoCO2 et on travaille justement à penser un peu les biais, les freins qu'il peut y avoir dans le changement de comportement, mais aussi les compétences. On a aussi des compétences en matière de diagnostic, sur l'usage de l'énergie, les enquêtes auprès des professionnels ou sur les circuits de décision. Voilà, on a tout un pôle de recherche sur cette thématique. Donc, en termes de déroulé, là, je vais présenter quelques chiffres clés sur cette thématique du changement de comportement dans les organisations. Je reviendrai sur une approche un peu plus théorique de voilà, ce qu'on entend derrière le changement de comportement et les freins et leviers pour pouvoir mener ces pratiques-là. Donc, dans un premier temps, je vais vous laisser répondre à un petit sondage également sur votre avis. Quel est le pourcentage de personnes qui aimeraient être formées à la transition écologique dans votre entreprise, dans les entreprises en général? Donc, vous verrez, il y a plusieurs réponses possibles et je donnerai la réponse juste après. Ce que je voulais vous présenter dans un premier temps, c'est en fait essayer de voir un petit peu aujourd'hui les attentes qui sont très fortes de la part des citoyens sur le rôle à jouer à la fois des entreprises et des collectivités locales. On voit qu'il y a vraiment une attente importante auprès de ces organisations. Donc, c'est important de l'avoir en compte quand on pense aussi quel est l'avenir, quelles sont les dynamiques à donner aux actions sur cette thématique d'environnement, d'écologie en matière de défis environnementaux. Alors, j'espère que vous avez eu le temps de répondre au sondage. On voit que c'est une préoccupation qui est vraiment grandissante de la part des salariés. Ou c'est la seconde préoccupation, juste après la santé, au travail, avec quand même le sentiment de manquer parfois de moyens pour agir de façon assez importante en matière de changement, et de transition écologique, avec quand même 60 des salariés qui déclarent déjà mettre en place, des stratégies, des éco-gestes, donc l'éveil, la gestion de l'impression, ce genre de choses. Mais que malgré tout, même si, une personne sur 2 mentionne vraiment mettre en place des actions en faveur de la transition écologique, il y a la volonté d'être formé et d'avoir plus d'outils pour 68 des salariés. Et justement, pas uniquement que sur des petits éco-gestes, mais aussi sur les enjeux à mettre en place, vraiment comprendre vraiment les répercussions que peut avoir aussi l'impact de nos pratiques en tant que professionnels. Et comprendre, aller un peu plus loin justement en termes de formation et de montée en compétences, sachant que les compétences qu'on appelle vertes, elles sont de plus en plus valorisées aujourd'hui dans le secteur professionnel. Donc tout ce qui est politique environnementale, les matières d'approvisionnement durable aussi qu'il peut y avoir. Donc c'est vraiment un fort enjeu aujourd'hui pour les entreprises, à la fois pour impliquer les salariés, mais aussi pour valoriser l'entreprise de façon proactive avant d'attendre les contraintes qu'il pourrait y avoir sur le plan réglementaire, mais aussi pour être plus attractif en termes de nouveaux profils ou garder les compétences en interne. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même des enjeux de dissonance entre les valeurs des personnes et leur métier, avec ce qui peut engendrer pour certains des départs ou des changements de carrière. Donc, c'est vrai que s'engager sur ces thématiques-là, c'est aussi une façon de valoriser l'entreprise, la collectivité, pour rester attractif. Alors, pour aller plus sur la thématique du changement de comportement, c'est vrai que le changement de comportement, quand on parle de cet accompagnement au changement, c'est vraiment penser une démarche qui permet de mieux comprendre et de faire accepter de nouveaux comportements qui seraient valorisés, mais qui intègre aussi les résistances, les freins qui peuvent exister, et afin de pouvoir y apporter des réponses. C'est justement l'intérêt d'avoir nos métiers, en fait, en termes de sciences humaines, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur des cadres théoriques et pour pouvoir analyser ces freins et ces leviers et donc proposer des services d'accompagnement qui s'appuient sur ces cadres-là et qui permettent d'en augmenter l'efficacité. Puisqu'on va voir, en fait, c'est pas simplement décréter de changer des comportements qui est suffisant pour penser des évolutions qui soient réelles, concrètes et surtout durables et qui se maintiennent dans le temps.
Ce que je voulais vous présenter ici, c'est les différentes étapes. Voir que ce n'est pas si linéaire, si simple, mais qu'il y a plusieurs moments dans le changement de comportement et qu'on peut partir de cette première étape qu'on appelle la pré-contemplation, c'est-à-dire une étape où il n'y a pas forcément l'intention de mettre en place des mesures, même dans les 6 prochains mois, hein. Ça peut être lié à différentes raisons, à un manque d'information sur les conséquences notamment du changement climatique, de l'impact de nos comportements quotidiens, pas avoir conscience de l'ampleur en fait du problème plus globalement. Donc là, c'est plutôt des personnes qui sont soit démotivées, soit pas forcément, qui n'adhèrent pas forcément au message, qui peuvent être résistants et qui sont par exemple peu sensibles aux actions qui demandent un passage à l'action rapide, mais qui seront peut-être plus sensibles à des actions de sensibilisation, de prise de conscience des enjeux. Sur un deuxième niveau, on voit que la contemplation, on est plus sur une intention de changement dans les 6 prochains mois, donc il y a une prise de conscience qui est un petit peu plus forte, mais avec quand même toujours en tête les inconvénients, en essayant là, c'est des personnes qui sont plutôt en train de peser le pour et le contre, mais qui ont toujours quand même une étape de doute et donc sont plutôt dans la contemplation. Elles sont pas forcément prêtes non plus à mettre en place une action directe. Donc c'est important ici de vraiment agir sur l'information, sur les possibilités d'actions concrètes précises qui peuvent être mises en place. L'étape suivante, la préparation, là, c'est une étape où les personnes sont plus prêtes à passer à l'action, on va dire dans le prochain mois. Donc, on est plutôt sur une temporalité beaucoup plus courte où on a vraiment déjà réfléchi, cherché de l'information, où on est prêt aujourd'hui à faire évoluer ses comportements, mais on a plutôt besoin vraiment d'identifier vraiment les personnes qui peuvent nous aider, comprendre un petit peu ce qui peut être mis en place. Donc, c'est plutôt des publics qui sont ils sont vraiment plus réceptifs vraiment à des passages à l'action concrets, mais là, c'est vraiment apporter des éléments plus du quotidien, donc mettre en place des solutions pour tester des solutions, par exemple. Mais on est déjà beaucoup plus proche de l'étape suivante qui est l'action, où là, c'est vraiment les personnes qui ont mis en place des changements de comportement. On les observe sur des changements, on va dire, sur les 6 derniers mois, donc récents, entre guillemets, et qui ont expérimenté déjà une première fois la solution. Donc là, elles ont déjà identifié plusieurs freins dans la mise en place concrète de ces nouvelles pratiques. Donc c'est là où il faut travailler avec eux pour essayer de lever les freins qui ont été identifiés. Donc peut-être qu'elles ont eu peur, peut-être qu'elles ont identifié des freins économiques, physiques. Donc c'est là que nous, on peut travailler avec eux pour identifier ces freins et trouver des solutions concrètes pour chaque problématique identifiée par ces personnes. Pour ensuite arriver à l'étape du maintien, où là, l'objectif, c'est vraiment de garder les nouvelles pratiques dans le temps, donc sur plus de 6 mois, sur plusieurs années. Et c'est là que c'est important aussi de construire l'habitude en identifiant vraiment les situations qui sont les plus propices, en ayant conscience des risques de rechute qu'il peut y avoir à chaque étape, là vous le voyez en bas, et en essayant de travailler justement sur le maintien dans le temps de ces pratiques positive. Donc, il y a une dernière étape qui c'est la terminaison où là, c'est vraiment, on a intériorisé, c'est devenu un automatisme et on se pose même plus la question, c'est une nouvelle pratique qui est intériorisée. Je passe rapidement, mais en tout cas, il y a vraiment plusieurs étapes. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir et que pour chaque étape, on a des outils, des leviers différents. Donc, justement, quand on parle de freins, il y a une diversité de freins aujourd'hui qui sont identifiés sur le changement de comportement. On voit que c'est pas si simple. On l'observe tous dans notre vie quotidienne, quand on veut se mettre au sport, arrêter de fumer ou penser à gérer son chauffage. Il y a toujours plein de complications qui arrivent. Et donc, c'est important d'avoir en tête que dans le changement de comportement, notamment sur les enjeux environnementaux, il y a une question de temporalité. On voit que c'est des enjeux qui sont sur un temps long. On n'a pas forcément conscience de 2040, quel sera notre quotidien à ce moment-là, nos préoccupations, nos conditions de vie. Alors, c'est important aussi de tout le temps ramener et de réancrer dans le présent et de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire concrètement et pour lever justement ce frein à la temporalité qui peut être des fois un peu difficile dans le agir vite face aux enjeux et en même temps sur des enjeux qui sont sur du temps long. Il y a aussi des contraintes et des craintes, notamment vis-à-vis de son travail. On voit que penser à l'énergie, ça peut être aussi une surcharge de travail pour certains, de se dire, ah oui, mais qui va gérer cette gestion des fenêtres, de l'éclairage, les contradictions avec d'autres priorités. Donc, c'est important d'être accompagné, de bien penser un processus de changement de comportement à l'échelle aussi de l'entreprise. Un des freins que je voudrais évoquer aujourd'hui, qu'on voit de plus en plus, c'est les émotions négatives associées au changement de comportement et notamment aussi à la transition écologique. On parle aujourd'hui d'éco-anxiété, par exemple, qui est un frein assez important et qui est ressenti notamment par les personnes qui
ressentent un stress, des émotions vraiment de la peur face voilà, au sentiment d'impuissance qu'il peut y avoir, un repli sur soi avec les différents discours qu'il peut y avoir aussi sur les répercussions négatives liées au changement climatique. Donc on peut voir vraiment comment ces émotions aussi peuvent être un frein à s'engager dans l'action et à changer ses habitudes de consommation et de pratique. Alors maintenant, on va essayer d'aller vers les leviers. Que je vous ai parlé des freins pour vous montrer qu'effectivement entre la volonté d'action et l'action concrète, il y a un gap, un espace, enfin c'est pas toujours si direct. On voit qu'il y a quand même des leviers, notamment en parlant d'émotions, sur les émotions positives sont aussi un puissant levier pour faire évoluer les pratiques. Quand je parle d'émotions positives, ça peut être justement de montrer, d'être revalorisé, de se sentir acteur aussi de cette transition écologique. Aujourd'hui, il y a plusieurs études qui ont montré que le fait de faire peur ou de sensibiliser plutôt sur la colère n'est pas forcément un facteur, un levier important. On l'a vu sur les paquets de cigarettes, par exemple. Les décès n'ont pas forcément eu un impact sur la consommation. Donc, c'est important de voir aussi que les émotions, c'est un puissant levier ou frein à s'engager dans le changement. Et en même temps, pour pouvoir engager dans la transition écologique, faire changer les comportements au travail, c'est important d'être aussi dans la co-construction, d'offrir des temps, des espaces d'échange pour discuter ensemble au sein d'une structure, d'une organisation avec différents niveaux hiérarchiques et trouver les solutions qui font consensus et qui sont co-construites et qui permettent de s'engager pleinement dans la réflexion et aussi dans la mise en place des solutions. Et c'est du coup là important vraiment de soutenir l'engagement de chacun et de mettre en place vraiment une façon de valoriser les actions individuelles et de souligner aussi le rôle de ce qu'on appelle les transféreurs, qui sont les personnes qui vont aussi diffuser les bonnes pratiques auprès des autres agents ou des autres salariés de l'entreprise. Et donc de pas forcément exclure les plus réticents, mais plutôt d'intégrer tout le monde avec chacun ses étapes, comme je vous le disais tout à l'heure, ses niveaux d'engagement, ses actions, mais qui sont tous des acteurs qui sont à même de mettre en place des actions. Donc c'est vraiment important de jouer aussi sur la transparence et la communication au sein des structures et des organisations sur les solutions qui sont engagées, à la fois en amont et celles qui seront mises en place dans le temps à ce niveau-là. Mais il faut vraiment actionner différents leviers en même temps pour capter la majorité du public et agir aux différentes étapes du changement de comportement, comme vous présentez tout à l'heure. Donc, pour ce faire, il y a vraiment une multitude d'outils qui existent. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est important d'avoir en tête que c'est vraiment une diversité de leviers et d'actions qui sont possibles et plutôt propices pour pouvoir changer les comportements. On voit bien que, vu que les personnes sont toutes différentes, elles ont toutes des préoccupations, des leviers différents à mettre en place. Donc, il faut aussi penser des outils qui sont complémentaires pour pouvoir agir de façon importante sur différents leviers. Je rentre pas dans le détail, mais voilà, c'est des solutions que nous, on peut développer au sein d'EcoCE2. Donc, simplement pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment, il n'y a pas forcément d'outils miracles. Donc, on voit bien que c'est beaucoup plus complexe, que c'est pas un processus simple. On ne décrète pas un changement de comportement. C'est un processus long qui est co-construit et ça nécessite vraiment d'articuler les outils, les acteurs. Quand je parle d'acteurs, le privé, le public, les différents niveaux hiérarchiques, les différents départements au sein d'une structure et les différentes échelles d'action aussi. On ne peut pas se faire l'économie justement d'une réflexion et d'une action collective. On voit bien aujourd'hui qu'un changement de comportement, même si on le présente souvent à l'échelle individuelle, pour que ça fonctionne, ça doit être aussi inscrit dans une évolution plus structurelle, de faire évoluer aussi l'organisation des structures pour penser des solutions plus structurelles et plus importantes qui auront un poids en matière de transition écologique. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est vraiment ce rôle de l'humain qui est complexe, effectivement, mais qui est prépondérant pour penser les solutions, même technologiques aujourd'hui, même en développant toutes les solutions, on voit bien avec les bâtiments innovants, l'humain reste l'usager et si on ne le prend pas en compte, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas forcément. Donc, c'est important d'avoir en tête voilà, l'importance de l'humain dans les solutions déployées. Je vous remercie. Je suis disponible en réponse après. Merci Coralie. L'idée, c'est de poursuivre en vous présentant les ateliers de sensibilisation à la transition énergétique qu'on peut mettre en place chez EcoCO2 et dans cette optique d'ancrer le changement de comportement comme l'a présenté Coralie jusqu'ici.
L'enjeu, bien sûr, c'est exactement ce que Coralie vient de dire, c'est d'impliquer l'ensemble des collaborateurs dans la maîtrise des consommations d'énergie, d'avoir une approche qui soit collective, pour que chacun des collaborateurs puisse, être acteur de la maîtrise de l'énergie sur son lieu de travail et par rebond à domicile. Et ça permet ainsi de jouer aussi sur les différentes échelles. Notre souhait et je vous laisse en même temps que je présente répondre, aux nouveaux sondages qui apparaissent, sur la droite de votre écran. Notre souhait, c'est en vous proposant des actions de sensibilisation, au sein de votre, organisation, c'est vraiment de proposer à vos collaborateurs un projet qui soit fédérateur et qui soit porteur de sens. On a pour ça, des bénéfices qui sont multiples. Bien sûr, il y a des bénéfices, économiques. L'objectif, c'est de pouvoir, maîtriser la consommation d'énergie et que, les comportements qui vont être, mis en place par chacun, puissent contribuer à cette maîtrise des consommations. Et en maîtrisant ces consommations énergétiques, directement de réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc l'impact environnemental de votre organisation. Mais, selon nous et avec ce que vient de vous présenter Coralie, vous le comprendrez, aisément, il y a aussi des bénéfices qui sont, managériaux et éco-citoyens, puisque, vous avez du coup la possibilité de mettre en place, un projet d'entreprise qui soit fédérateur, qui soit porteur de sens. Coralie le présentait au tout début. Il y a vraiment, un souhait aujourd'hui des collaborateurs de pouvoir s'impliquer et puis ça permet aussi de valoriser, la démarche de votre organisation. Et puis à l'échelle individuelle, ça permet, à chacun de s'inscrire dans une démarche qui est vertueuse et qui est valorisante et on le disait tout à l'heure, cette émotion positive et le fait de valoriser, ça va aider à ancrer ce changement de comportement. Donc notre accompagnement, comment ça se déroule? On commence par une phase d'état des lieux, et cet état des lieux, il permet d'avoir derrière un discours qui est adapté, à la réalité bien sûr et donc d'ancrer plus facilement, le changement, d'avoir un impact qui est plus durable. Une fois qu'on a fait cet état des lieux, on choisit ensemble, les thématiques, je vais y revenir, qui sont, les plus appropriées, à votre situation et on anime des ateliers participatifs que je vais décrire, un petit peu plus en détail. Mais, le plus important à retenir, c'est fait qu'effectivement on met l'humain au cœur de notre approche parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on pourra ancrer durablement, le changement et avoir un réel impact, sur notre impact environnemental. Et évidemment, après avoir animé les ateliers, on termine par une phase de bilan et l'objectif étant bien sûr de pérenniser la démarche. Donc même si on démarre, selon le type de format par une sensibilisation qui est très générale, on aura toujours une phase de bilan pour en tirer les conclusions et pouvoir, pérenniser cette démarche. Ce qu'on vous propose, chez EcoCO2, c'est des outils pédagogiques qui sont variés et qui sont conçus pour engager vos collaborateurs. Comme je vous le disais tout à l'heure, on existe depuis 2009 et depuis 2009, c'est vraiment notre cœur de métier de concevoir, les outils, adaptés et qui soient, graphiquement et pédagogiquement, les plus pertinents, pour pouvoir engager les collaborateurs. Avec une équipe, pluridisciplinaire, vous en avez, un exemple aujourd'hui, mais, on est là, effectivement avec, des ingénieurs en maîtrise de l'énergie, des psychologues sociaux, des sociologues, des spécialistes en pédagogie, en animation, pour pouvoir, avoir une approche la plus, transverse possible et qui soit, du coup la plus adaptée à vos besoins. Donc en termes, d'ateliers vraiment, il y a une multitude, d'outils qui peuvent être utilisés. À la base, c'est des ateliers qui soient, participatifs, en présentiel sur le lieu de travail. C'est important pour nous que les ateliers et la sensibilisation puissent être menés, sur le lieu de travail pour que, ça puisse être très concret, et rattaché au quotidien, des collaborateurs, avec, 15 à 20 participants par session, ce qui permet d'être, pas trop nombreux pour pouvoir, engager les échanges et qu'il y ait vraiment, la participation des collaborateurs lors de ces ateliers. Et en complément des ateliers, on va pouvoir, venir, utiliser différents outils pour pouvoir poursuivre, cet engagement. Bien sûr, il y aura des questionnaires d'évaluation, et sur la compréhension et sur la satisfaction, en amont et en aval, des ateliers. Entre les ateliers, on a la possibilité de mettre en place des newsletters pour maintenir le lien à distance, d'avoir des quiz pour apprendre, pour, se tester, pour, s'auto-évaluer de manière ludique, par rapport à ce qui a pu être vu en atelier.
On propose également, des rappels visuels, des bons gestes pour réduire les consommations. Là, l'idée, c'est d'avoir vraiment des outils qui soient concrets, par exemple, des affiches, mais qui soient visuellement, impactants pour pouvoir aller, au-delà de l'atelier et avec ce rappel, pouvoir, engager la démarche, durablement. Et on propose, généralement de conclure nos actions de sensibilisation par une charte d'engagement qui est co-construite et qui est signée, par les équipes, pour pouvoir choisir ensemble les actions, collectives, à mettre en place et puis, initier, cet engagement. Je vais peut-être, juste répondre à un des sondages qui a été proposé, sur le gain en termes d'économie d'énergie. Hem, c'est le donc le la réponse, je ne sais pas si le sondage est clôturé ou encore en cours. La réponse, elle nous est donnée, par l'ADEME. Et c'est en sensibilisant, en mettant en place des actions de sensibilisation, on peut, réaliser jusqu'à 15 d'économie d'énergie. Alors bien sûr, c'est multifactoriel, les économies d'énergie ne reposent pas que sur la sensibilisation, mais ce que disait Coralie tout à l'heure, c'est qu'évidemment, l'humain, l'usager qui est au cœur de ce bâtiment, c'est un paramètre très important dans la maîtrise des consommations et aujourd'hui, les études montrent que, en sensibilisant, on peut aller jusqu'à 15 d'économie d'énergie, ce qui est pas négligeable. Je vous invite à répondre à un nouveau sondage sur les thématiques qui sont abordées. Vous avez ici quelques exemples des thématiques qu'on peut aborder. Donc on a à la fois des ateliers qui peuvent être, très généralistes sur le contexte environnemental, global, qui permet vraiment une prise de conscience des enjeux. Et ensuite, on a des ateliers qui sont thématiques, sur, l'eau et l'eau chaude sanitaire, sur, le chauffage, sur l'éclairage, la climatisation, les usages numériques ou les veilles ou les autres usages de l'électricité d'une manière générale, les usages plus qui vont être liés par exemple, au froid ou à l'électroménager, selon le type de secteur dans lequel vous êtes. Voilà, donc on a différentes thématiques possibles et qui peuvent, s'adapter, au mieux, à vos contextes. Et juste pour terminer, sur nos références, vous l'aurez compris, on a donc, plus de 10 ans d'expérience dans la sensibilisation et l'accompagnement vers la réduction de l'impact environnemental et je voulais donner quelques exemples. On a commencé notamment par la sensibilisation des enfants. Donc, c'est un programme qui s'appelle Wattie à l'école et aujourd'hui qui a permis de sensibiliser plus de 300 000 enfants, dans le cadre d'un programme qui est labellisé par le ministère de la Transition écologique. Et puis, force de cette expérience auprès des enfants, au fur et à mesure de l'histoire d'EcoCO2, on a développé d'autres projets et notamment je voulais revenir sur le programme 16 qui est un programme d'accompagnement des professionnels, donc entreprises et collectivités, dans les territoires d'outre-mer, hem, donc Corse, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Mayotte par exemple, qui a permis aujourd'hui, de sensibiliser plus de 1 000 entreprises dans le cadre de ce programme. Et puis un dernier exemple et ça fera la transition avec, la suite de notre, webinaire, l'exemple de la ville de Gonfreville-Lorcher où on a construit, avec la commune un programme de sensibilisation, pour les agents de cette collectivité. Donc il y a un peu plus de 300 agents qui ont été sensibilisés et ça me permet de passer la parole aux intervenants de la ville de Gonfreville-Lorcher pour vous décrire un petit peu ce qui a pu être mis en place. Rebonjour à tous, merci pour ces précédentes interventions. En quelques mots, Gonfreville, donc on est situé dans les Super de Seine, limitrophe du Havre. On a entendu parler de nous ces dernières semaines parce qu'on a la plus grosse raffinerie de France, voire d'Europe, je crois. On a aussi un plateau agricole. On a aussi plusieurs quartiers historiques qui ont servi de camps américains pendant l'après-guerre. On a un petit bourg rural qui s'appelle Gournay-en-Caux, qui est composé à peu près de 2000 habitants. On a une commune qui est avec plein de paysages différents. Et souvent, quand on parle de Gonfreville, ce qui ressort, c'est l'industrie. La transition écologique, au premier abord, c'est pas forcément le premier mot qui vient en gens quand on parle de Gonfreville. Et justement, nos élus ont voulu prendre à contre-pied ce préjugé et s'engager dans la transition écologique avec un gros tournant au début des années 2010. On a notamment commencé à travailler sur le zéro phyto, donc traitement des espaces verts sans aucun produit chimique 10 ans avant l'obligation réglementaire. Et je reprends les propos tout à l'heure, parce qu'on a eu beaucoup de mal au début, ça a été sur le ressenti des gens, sur la pédagogie, sur c'est quoi une mauvaise herbe, c'est quoi une folle, et expliquer aux gens que c'est pas parce qu'il y a des mauvaises herbes que c'est ça. Ça a été compliqué, ça va mieux, mais on rame encore un petit peu toujours.
pédagogie, c'est vraiment un travail de chaque instant sur ces sujets. Donc, Gonfreville, c'est aussi des gros projets en matière d'alimentation et d'agriculture. On a notamment remporté un prix il y a 2 ans pour notre programme en matière d'agriculture durable. Pour résumer très rapidement, on met à disposition des terrains à des agriculteurs gratuitement, mais ils sont... En matière d'énergie, il y a quelques années, on a réalisé une chaufferie bois qui sert à alimenter en chauffage les bâtiments municipaux. On est en train de travailler sur la lutte contre le gaspillage d'eau, du gaspillage alimentaire. On est en train de passer beaucoup de bâtiments en LED ou en modulation de l'éclairage, mais mon collègue vous en parlera mieux que moi. Et là, on est en train de développer un plan mobilité, où notamment on met à disposition pour les agents des vélos pour les personnes professionnelles. On voit bien qu'on est en train de passer un gap sur ces sujets, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour casser les préjugés et pour inciter les collègues à s'y mettre collectivement. Donc je prends effectivement la suite sur les ateliers de sensibilisation qui ont été menés par EcoCO2 au sein des services de la ville. Donc, en tout, on a eu 92 ateliers qui ont été dispensés sur sur la collectivité en fait sur 9 mois, d'octobre à juin. Alors sur 4 thématiques, un atelier sur le dérèglement climatique, la transition énergétique, un atelier 2 sur le chauffage et la climatisation, auquel notamment on a été accompagné, enfin CO2 a été accompagné aussi de l'exploitant de chauffage de nos chaufferies qui a aussi des démarches de communication sur le comportemental. Un atelier sur l'éclairage numérique et l'éveil, et puis un atelier sur l'eau chaude sanitaire, les postes de froid, lavage, cuisson, cycle de vie des appareils, etc. Donc, l'ensemble des agents ont participé chacun à ces 4 ateliers donc dans cette période prise par le contexte Covid. En tout, c'est 355 agents qui ont été sensibilisés sur la collectivité. Donc avec une vraie volonté municipale d'associer tout le monde. Alors évidemment, c'est difficile peut-être d'arriver à mobiliser tout le monde et pas que les gens qui ont la fibre responsable, mais en tout cas, on va voir après par la suite que ça a marché. Les différents pôles présents, donc en fait, c'est les différentes directions de la collectivité. Donc, on a réussi à toucher, vous voyez, les différents pôles, mais du coup, on a réussi à toucher la DRH, les finances, juridiques, les sports, la culture, la vie scolaire, le CCAS avec l'EHPAD et puis les résidences autonomie, les services techniques, les ateliers, notamment des services techniques. Donc, on a touché effectivement beaucoup de monde. Donc, l'organisation et le suivi de cet atelier, ça a été une newsletter envoyée par EcoCO2 après chaque atelier, donc avec des petits quiz sur les éco-gestes retenus, des articles, des questionnaires de satisfaction. Ensuite, un réajustement des ateliers suite au questionnaire. Donc ça a été au fil de l'eau en fait, avec des animations portant sur des mises en situation au bureau, des rebonds sur le domicile, parce que c'est aussi de toucher les gens. Et puis un bilan de sensibilisation avec qui nous a été remis par EcoCO2 à la suite de tous ces ateliers, où la DRH d'ailleurs a participé, puisque la DRH était aussi vivement mobilisée dans l'action de ces ateliers, avec donc un rapport détaillé, des recommandations et des axes d'amélioration pour la collectivité. Donc, je disais tout à l'heure, au niveau des chiffres, effectivement, on a quand même touché 67% des collègues en fait qui ont trouvé que les ateliers étaient utiles sur l'acquisition de savoir au changement climatique, sur des astuces concrètes d'économie d'énergie, la prise de conscience de l'intérêt à agir. 62% des collègues se sont dit échanger en fait. Enfin, ça a permis d'échanger avec deux collègues et puis peut-être d'initier des actions plus collectives par la suite. Et puis, deux agents sur 3 se sont engagés à
mettre en place des éco-gestes, notamment en signant une charte d'engagement. Donc voilà, les actions mises en place suite aux ateliers. Donc c'est au niveau du travail, des ordinateurs systématiquement éteints à la fin de la journée. La mise en place de multiprises à interrupteurs pour couper l'énergie le soir. Les encombrements des abords des radiateurs, notamment avec des petites affichettes fournies par EcoCO2. Ça, on trouve effectivement ça assez régulièrement, d'avoir des mobs devant des radiateurs, etc. Donc ça a été aussi une prise de conscience. Redimensionnement du parc de chauffage d'appoint, même notamment par la crise énergétique qu'on a connue en fin d'année au niveau des tarifs et qu'on continue de connaître. On a retiré tous les chauffages d'appoint de la collectivité qui sont stockés dans un endroit et on les remet à disposition uniquement quand ça peut être nécessaire et qu'on n'arrive pas à atteindre les cibles de chauffage. D'ailleurs, les chauffages d'appoint, en général, dérèglent l'équilibre du chauffage d'un bâtiment, d'un équipement. Et puis à domicile, effectivement, c'est l'usage des pare-éco pour les gens, le mitigeur sur la position froid, la réorganisation du réfrigérateur, etc. Donc il y a eu vraiment une communication à la fois professionnelle, mais aussi l'idée, c'est de toucher les gens chez eux. Donc en conclusion, je vais laisser la première partie à mon collègue Nicolas. Donc, en conclusion, pour le premier bilan des ateliers, c'est le premier gros bilan. Ça nous a permis de toucher tous les collègues, quel que soit leur service, quel que soit leur pôle ou leur niveau hiérarchique, sur un même sujet. On a pu sensibiliser tout à la transition écologique et c'est la première fois sur un tel sujet qu'on a vraiment emmené tout le monde avec nous. Alors, je ne dis pas qu'on a convaincu même les plus caractères, mais on a pu aborder le sujet avec tous les collègues. Ils ont eu le même discours. Et dans une collectivité, ce n'est pas toujours simple, je pense, par une entreprise, de faire entendre le même message à tout le monde. Donc, au-delà de la sensibilisation, le gros plus pour nous de formation et de ces ateliers, ça a été l'échange entre les collègues. Plein de collègues qui se voient très très peu. On a plusieurs bâtiments, plusieurs services, donc les collègues ils se croisent rarement tous réunis. Et permettre à des collègues de différents services, donc avec des contraintes différentes, de échanger sur un même sujet, en l'occurrence la transition écologique, ça permet de créer plein d'idées, mais aussi de comprendre les contraintes de l'autre. Le plus, ça a été la réflexion collective. Et donc pour la collectivité, alors comme rappelé dans l'introduction tout à l'heure mon collègue Nicolas, c'est que effectivement les ateliers ont été un plus sur le côté comportemental, mais l'engagement de la municipalité était déjà en avant en tout cas, et il y a des projets, il y a des choses qui ont découlé de ces ateliers, mais il y a aussi des projets sur lesquels on a travaillé, on travaille encore. Donc la rénovation, notamment thermique, des groupes scolaires aujourd'hui. On a 5 gros groupes scolaires. Donc on va engager cette année des diagnostics sur les enveloppes structurelles des bâtiments en termes d'énergie. On va d'ailleurs passer aussi sur les écoles tous les éclairages, les appareils d'éclairage qui aujourd'hui sont à néon, et d'ailleurs le néon va être interdit à la vente très prochainement, c'est dans les mois qui viennent là, et au plus tard juillet. Et on va passer tout l'éclairage des écoles en LED avec, comme le dit Nicolas, une possibilité de moduler en tout cas, et même peut-être des fois avec le jour extérieur, enfin la luminosité extérieure. Mise en œuvre d'un plan de mobilité, donc effectivement sur le côté collègues pour se déplacer en vélo électrique entre différents sites communaux. La création de fermes maraîchères, donc là on est en train de travailler sur un projet de maraîchage pour alimenter la cuisine, la cuisine centrale qui fournit les repas à la fois pour les écoles mais aussi pour l'EHPAD, les résidences autonomie. Et puis travailler sur l'acceptation sociale des mesures mises en œuvre par la ville, donc sur le chauffage et l'éclairage public, ça c'est assez fort. Aujourd'hui, on a chauffage, notamment, je rappelle tout à l'heure, sur l'augmentation des coûts d'énergie. On a travaillé fortement
avec plusieurs réunions en fin d'année pour essayer d'optimiser l'occupation des locaux, de réduire les températures cibles. Et en tout cas de communiquer pour que les gens, par exemple, puissent se couvrir un peu plus au boulot, au bureau, pour respecter les consignes, notamment de l'ADEME, enfin les recommandations de l'ADEME, on va dire. On a travaillé aussi sur l'éclairage public, à éteindre certains axes hors axes principaux et ronds-points au regard de la sécurité, mais beaucoup de voies et de rues sont éteintes désormais de minuit à 5 heures du matin. Et puis aussi, on travaille sur la mise en œuvre d'un plan de boisement et de végétalisation qui participe effectivement aussi à l'éco-responsabilité et puis les éco-gestes, en tout cas, sur l'ensemble de la collectivité. Voilà pour la qui on avait des choses à rajouter. Merci à vous. Merci beaucoup. On arrive au terme de nos présentations. Je crois qu'il y a un certain nombre de questions qui ont été posées dans le chat. Pauline, je te laisse nous les soumettre. Oups, j'avais pas allumé mon micro. Bonjour à tous. Oui, effectivement, on a eu quelques questions. Alors ça, c'est plutôt pour la ville de Gonfreville-Lorcher. Les ateliers étaient-ils obligatoires ou sur inscription? En principe obligatoire, donc, mais sauf contrainte réunion très importante ou contrainte personnelle. Mais sinon, c'était obligatoire. Ouais. C'est voilà. Plus vivement conseillé qu'obligatoire. Ouais. Mais il fallait une très bonne excuse pour pas y aller. Il y avait aussi une question de la même personne. Les ateliers se faisaient-ils sur les horaires de travail? Tout à fait. Je complète ce point, c'est effectivement ce qui s'est fait dans votre cas, mais c'est important aussi pour nous que ça puisse ne pas être, Coralie parlait tout à l'heure d'un certain nombre de contraintes, que ça puisse se faire. Alors c'est sûr que ça nécessite d'aménager l'organisation de l'entreprise ou de la collectivité du temps de travail, mais c'est important que ça ne vienne pas se rajouter encore en plus si on veut engager le maximum de personnes possible dans ces ateliers. Merci. On avait également une question de Madeleine qui demandait comment vous gérez les différences de niveau de sensibilité, de volonté d'engagement entre les différents collègues. Par exemple, des agents qui demandent à ne plus prendre l'avion dans le cadre du travail, vs celles qui ne veulent pas changer d'habitude. Je crois que c'est une vaste question. Après, nous, il y a des choses qu'on met en œuvre dans le cadre professionnel. Après, l'engagement personnel, pour celui qui peut prendre l'avion, pour celui qui va aller à Marseille, effectivement, s'il a une conférence à faire, on va fortement l'inciter à aller en train. Pour celui qui doit aller à Budapest, à titre perso, moi je le fais en train. À titre professionnel, demander à quelqu'un de faire 23 ou 24 heures de train, c'est plus compliqué. Donc, est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'il relève plus de l'engagement personnel? Après, je pense que en termes de sensibilité, évidemment, quand on sensibilise un maximum de collaborateurs au sein de l'organisation, on aura toujours des sensibilités différentes. Vous disiez tout à l'heure que il y a ceux qui ont déjà la fibre éco-responsable, ceux qui sont moins engagés. Et c'est justement dans ce côté participatif de nos ateliers qu'on va essayer de lever les freins, de rentrer dans l'échange et peut-être qu'il y a des gestes qui sont plus difficiles pour certains et moins difficiles pour d'autres. C'est aussi pour ça qu'ensuite on essaye de co-construire ensemble la charte d'engagement pour que chacun se sente concerné et sur les gestes qui lui parlent et qui sont accessibles pour lui. Et effectivement, Coralie l'a présenté tout à l'heure, mais tu voudras peut-être compléter sur ce différents niveaux d'engagement, Coralie, mais c'est un processus qui est long, donc on peut effectivement pas toujours mettre tout le monde d'accord tout de suite, mais c'est par le dialogue et ce côté participatif dans nos ateliers. Enfin, en tout cas, c'est vraiment important pour nous de mettre l'humain et les considérations au cœur de ces échanges-là pour pouvoir s'assurer que la démarche soit pérenne.
Oui, effectivement, généralement, il y a un questionnaire au début, enfin des enquêtes qui sont faites, des entretiens, des questionnaires pour identifier les différents niveaux de connaissances, de sensibilité au sujet. Mais l'idée, c'est pas de faire des groupes de niveaux. Enfin, l'intérêt n'est pas de classer la connaissance ou la volonté d'agir ou les actions déjà mises en place, mais de penser effectivement comment les salariés, même entre eux, peuvent partager de l'information, des connaissances et des volontés. En fait, souvent, les personnes ont l'impression qu'ils sont seuls à vouloir agir en termes de transition écologique parce que on a l'impression que oui, moi, je fais attention individuellement. Et il y a peu de communication. C'est pas un sujet qui est forcément valorisé dans la discussion quotidienne de son engagement éco-citoyen. Et c'est à ces moments-là, justement, c'est pareil, ces moments d'échange où les gens se rendent compte qu'effectivement, ah bah, leur collègue aussi, en fait, il est sensible, il serait prêt à engager des actions collectives. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important de penser des espaces et des temps de discussion et d'échange et aussi entre différents secteurs et pas uniquement avec son collègue, son voisin de bureau, mais de voir avec effectivement des agents d'entretien, des gardiens d'espaces de sport, une personne DRH et de mettre en fait collectivement des personnes ensemble pour discuter de ces enjeux-là. Après, j'ai vu qu'il y avait une question sur les impacts de chaque levier. Aujourd'hui, vu qu'on n'est pas sur une approche de levier unique par action, mais plutôt de penser une action qui soit pertinente et donc du coup qui croise plusieurs leviers d'action, il y a pas, nous, on n'a pas en tout cas de chiffres en interne de quantifier l'impact de tel ou tel levier. Après, il y a eu des études scientifiques qui identifient, qui mettent en place des situations de test, entre guillemets, de si on fait de la communication engageante, on peut considérer que ça nous fait tel gain ou ce genre de choses. Mais nous, l'objectif n'est pas tant de savoir quel levier a quel impact, mais plutôt de réfléchir à quel est le levier en fonction des profils qu'on a identifiés, qui est le plus pertinent pour mener l'action. Je ne sais pas si ça répond à la problématique, à la question, mais... Merci Coralie. Et du coup, on a aussi une autre question qui était comment pérennisez-vous la démarche d'accompagnement? Oui. Je pense que Cécile a répondu un peu sur la charte d'engagement. Non, mais effectivement, il y a 2 points sur lesquels je serais revenue sur ce côté pérennisation. Il y a effectivement cette charte pour nous, c'est important pour nous parce que, c'est quelque chose qui va rester dans le temps et surtout qu'on a construit ensemble lors des ateliers. Donc, ça permet à chacun de s'engager et elle est là pour durer et qu'ensuite, les actions puissent continuer d'être mises en place au-delà de nos ateliers. Il y a un autre point peut-être dans les outils que propose donc que mentionnait Coralie, il y a effectivement cette communication engageante et on propose à l'issue de nos ateliers d'avoir des rappels visuels, de l'affichage qui puissent permettre de se souvenir de ce qu'on a pu voir et d'avoir des petits rappels sur le lieu de travail. Donc ça peut permettre aussi de pérenniser la démarche. Et puis d'une manière générale, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tous les échanges qui a pu y avoir et les questionnaires à la fois de compréhension et de satisfaction, ça va faire l'objet d'un bilan et en se basant sur peut-être les points de vigilance, d'attention qui ont été soulevés, ça permettra aussi à l'organisation de mettre en place ce qu'il faut pour que la démarche puisse se pérenniser. Super. On avait encore 2 petites questions. Après, je pense qu'il faudra qu'on essaye de terminer. Alors, proposez-vous une formation ludique en ligne avec gamification, par exemple? Pas encore, mais ça fait partie, des réflexions. Ça fait vraiment clairement partie de nos réflexions. Aujourd'hui, on a effectivement un format où il y a du présentiel parce qu'on est attaché à ces échanges en présentiel sur le lieu de travail. On pense que c'est, un moyen, fort de pouvoir, ancrer un peu le passage à l'action. Pour autant, on réfléchit à des formats en ligne pour qu'il y ait ce côté, ludique et participatif, oui, on a pensé à des formats avec de la gamification. C'est pas encore le cas, mais ça pourra venir. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on échange sur le sujet, qu'on comprenne bien, vos demandes et vos besoins. Et on a une autre question. Quand on est dans un immeuble tertiaire partagé, tributaire des moyens généraux multi-entreprises, des gains tangibles sont-ils quand même possibles? Ça, c'est une question. Je pense qu'on appelle tangible, je dirais, comme on l'a vu, on voit que le changement de comportement, c'est estimé jusqu'à 15%. Effectivement, c'est toujours aussi, c'est pour ça que c'est important de faire en amont toujours un diagnostic pour comprendre quels sont les freins. Et ça, les freins techniques et organisationnels, ils existent. Je pense qu'il faut en avoir conscience avant d'espérer effectivement faire un changement de comportement majeur.
Mais malgré tout, même dans un immeuble partagé, il y a quand même des actions à mettre en place dans son organisation, dans sa gestion de l'énergie, par ailleurs, même dans un open space, questionner qui gère le fait d'éteindre les lumières en fin de journée, par exemple, dans un open space, où il y a un sentiment de déresponsabilisation parce qu'on se dit, oui, enfin, c'est pas mon bureau. Quand c'est votre bureau individuel, généralement, vous y pensez. Bon. Mais dans un open space, c'est toujours des questions plus compliquées. Est-ce qu'il faut penser des systèmes pour pas éteindre tout l'open space en même temps, pour pouvoir éteindre progressivement? Enfin, il y a des réflexions qui peuvent être menées. Je veux dire, ça n'est pas un critère pour ne pas s'engager, mais effectivement, il faut considérer que c'est un frein et qu'il faut l'intégrer dès le début pour comprendre qu'après, quels leviers, quels outils on va mettre en place pour avoir une communication, avoir des actions qui soient pertinentes, hein, qui ne pas apporter justement des fausses solutions non plus. Super. Rester alors une petite question, ça c'est plutôt pour Gonfront-Villers, parce qu'on s'était dit quand même qu'on voulait répondre à toutes les questions. C'était, avez-vous une piscine ou un centre aquatique dans votre collectivité? Alors oui, on a un qui est maintenant une compétence de la communauté urbaine et qui est en partie chauffé par la chaufferie de bois. Super. Alors, en fait, juste pour être plus complet, c'est que la chaufferie est à l'autre bout du réseau de chauffage où est la piscine. Mais la piscine a également une chaufferie gaz qui permet de secourir le réseau de chaleur si on est en manque de production, si on a des températures trop froides. Et la piscine est quand même gérée par des agents communaux, mais effectivement sous compétence communautaire désormais. Et on a baissé la température du bassin de 2 degrés, je crois. Ouais. Ce qui a priori ne pose pas de problème aux usagers. Merci beaucoup. Et la dernière question qui est revenue assez souvent, c'était est-ce que ce webinaire sera en replay? Donc oui, effectivement, il sera bien en replay. Vous allez recevoir normalement, si vous êtes inscrit, un email avec le lien. Et la présentation, normalement, doit être téléchargeable dans les documents. N'hésitez pas, en tout cas, à nous découvrir aussi. Vous avez sûrement des petits call to action au-dessus du webinaire pour découvrir EcoCO2. Ou si vous êtes intéressé donc par ces ateliers de sensibilisation, nous contacter et du coup, il y a un petit bouton « Je souhaite être contacté ». Donc voilà, n'hésitez pas. Et je laisse Cécile reprendre la main et conclure. Ben, merci beaucoup. J'espère qu'on a répondu à vos attentes et à vos questions. En tout cas, on était ravis de pouvoir échanger avec vous et on reste bien sûr à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir sur le changement de comportement d'une manière générale, spécifiquement sur la transition énergétique et puis sur ces ateliers de sensibilisation qu'on peut mettre en œuvre. Merci beaucoup pour votre présence et votre attention pour ce webinaire. Bonne journée à tous. Merci. Merci, bonne journée, au revoir. Au Au revoir.